Je m'appelle Marguerite, j'ai 82 ans, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Une trahison si profonde qu'elle a failli me détruire complètement. Si cette histoire vous touche le cœur, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. J'ai encore beaucoup à partager avec vous. Imaginez découvrir que votre propre fille, celle pour qui vous avez sacrifié votre vie entière, complotait depuis des années pour vous voler tout ce que vous possédiez. Avez-vous déjà ressenti cette intuition que quelque chose n'allait pas, même quand tout le monde autour de vous disait que tout allait bien? Tout a commencé il y a 5 ans, quand j'ai rencontré Henri lors d'une sortie organisée par la mairie de notre arrondissement parisien. Henri avait 75 ans, veuf depuis 3 ans, un homme distingué aux cheveux blancs soigneusement peignés, toujours élégamment vêtu. Moi, veuve depuis 15 ans, j'avais élevé seule ma fille Sylvie, aujourd'hui âgée de 60 ans. J'avais travaillé comme femme de ménage le matin, couturière l'après-midi et garde d'enfants le soir pour lui offrir les meilleures études possibles. Henri et moi, nous nous sommes mariés après 8 mois de fréquentation. Un petit mariage à la mairie du 15e arrondissement, avec pour seul témoin ma fille Sylvie et le fils d'Henri, Marc, 45 ans. Ce jour-là, je pensais enfin connaître le bonheur après tant d'années de solitude. Nous avons décidé de vivre dans ma maison à Issy-les-Moulineaux, un pavillon que j'avais acheté après des années d'économie. Henri a vendu son appartement et nous avons mis l'argent de côté pour nos vieux jours. Sylvie, divorcée et sans enfant, est venue s'installer avec nous temporairement. Elle traversait une période difficile financièrement, et en tant que mère, comment aurais-je pu lui refuser mon aide? Les premiers mois ont été merveilleux. Henri était attentionné, Sylvie semblait reconnaissante, et nous formions une vraie famille. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des documents qui disparaissaient de mon bureau, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce, des regards échangés entre Henri et Sylvie que je ne comprenais pas. Combien d'entre vous ont dû être plus forts qu'ils ne le pensaient possible pour protéger leur famille? Car c'est exactement ce qui m'est arrivé, même si à l'époque, je ne savais pas encore de quoi je devais me protéger. Un matin de novembre 2022, j'ai commencé à me sentir étrangement fatigué. Une fatigue profonde, accompagnée de moments de confusion que je n'avais jamais connus. Henri et Sylvie ont commencé à s'inquiéter ouvertement de ma santé. « Maman, tu oublies beaucoup de choses ces derniers temps », me disait Sylvie avec une fausse inquiétude dans la voix. « Hier, tu as laissé le gaz allumé », ajoutait Henri en hochant la tête d'un air préoccupé. Ces épisodes sont devenus plus fréquents. Je me réveillais parfois sans me souvenir de la veille, j'avais des difficultés à me concentrer, et mes mains tremblaient inexplicablement. Henri a insisté pour m'accompagner chez le médecin. Le docteur Moreau, mon médecin traitant depuis 15 ans, a prescrit des examens approfondis. « À votre âge, Madame Dubois, il faut être vigilant », m'a-t-il dit avec bienveillance. Pendant ce temps, Sylvie prenait de plus en plus d'initiatives dans la maison. Elle s'occupait de mes médicaments, préparait mes repas, gérait même une partie de ma correspondance administrative. « Laisse-moi t'aider. Maman, tu as assez donné », me répétait-elle. Henri approuvait toujours ses décisions. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà découvert que quelqu'un en qui vous aviez confiance cachait des motivations inavouables. Ce qui m'a sauvé, c'est ma voisine Henriette, 90 ans, une ancienne institutrice au regard perçant et à l'esprit toujours vif. Un après-midi de décembre, alors que je me promenais péniblement dans mon jardin, elle m'a appelé par-dessus la clôture. « Marguerite, puis-je vous parler franchement ?» Sa voix était grave, inquiète. « J'ai remarqué des choses troublantes », m'a-t-elle confié en baissant la voix. « Des hommes en costume sont venus plusieurs fois chez vous quand vous n'étiez pas là. J'ai vu votre fille sortir des papiers de votre boîte aux lettres. Et hier, j'ai entendu une conversation téléphonique d'Henri dans le jardin. Il parlait de procédure d'incapacité et de mise sous tutelle. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une alarme. Mise sous tutelle? Procédure d'incapacité? Que se passait-il donc? Henriette m'a conseillé de faire analyser mes médicaments par un laboratoire indépendant. Ma nièce est pharmacienne à Boulogne-Billancourt, m'a-t-elle dit. Elle peut faire des analyses discrètes. Cette suggestion a déclenché en moi une détermination que je ne me connaissais plus. Le lendemain, prétextant une promenade, je me suis rendu au laboratoire de la nièce d'Henriette. Madame Leroy, une femme d'une quarantaine d'années aux lunettes cerclées, a accepté d'analyser les comprimés que Sylvie me donnait quotidiennement. Ces analyses prennent 48 heures, m'a-t-elle expliqué. Mais si vous soupçonnez quelque chose de grave, je peux accélérer le processus. Ces 48 heures ont été les plus longues de ma vie.
Je faisais semblant d'avaler mes médicaments mais les cachais dans un mouchoir. Progressivement, ma confusion mentale s'est dissipée, mes tremblements ont diminué, et ma fatigue s'est atténuée. J'ai commencé à comprendre l'ampleur de ce qui m'arrivait. Le résultat de l'analyse a confirmé mes pires craintes. Les comprimés contenaient de la diphénhydramine à haute dose, un antihistaminique qui, administré régulièrement à une personne âgée, provoque confusion, perte de mémoire, tremblements et désorientation. En somme, tous les symptômes d'une démence précoce. Mais ce que j'ai découvert ensuite était encore plus choquant. Avec l'aide d'Henriette, j'ai contacté Maître Dubois, un avocat spécialisé en droit des personnes âgées, recommandé par le barreau de Paris. Dans son cabinet du 7e arrondissement, cet homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant mais déterminé, m'a expliqué la gravité de la situation. « Madame, ce que vous décrivez correspond à ce qu'on appelle la maltraitance financière des personnes âgées », m'a-t-il expliqué en consultant ses notes. Si vos soupçons sont confirmés, nous sommes face à des faits graves, administration de substances, faux et usage de faux, et tentative d'escroquerie. L'avocat m'a proposé de mener une enquête discrète. Nous devons rassembler des preuves avant qu'ils ne s'aperçoivent de votre réveil, m'a-t-il conseillé. Il m'a mis en contact avec un détective privé, M. Laurent, ancien commissaire de police reconverti dans les enquêtes privées. Combien d'entre vous ont dû faire preuve d'un courage que vous ne pensiez pas posséder? Car c'est exactement ce qui m'était demandé. Pendant 3 semaines, j'ai mené une double vie. Le jour, je jouais la femme confuse et affaiblie devant Henri et Sylvie. La nuit, je fouillais discrètement dans leurs affaires et prenais des photos de documents avec un petit appareil que m'avait donné le détective. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Dans le bureau d'Henri, j'ai trouvé des copies de tous mes documents administratifs, passeport, livret bancaire, titre de propriété de ma maison, contrat d'assurance vie. Il y avait aussi des formulaires de demande de mise sous tutelle, déjà partiellement remplis, et des attestations médicales falsifiées décrivant mon prétendu état mental dégradé. Mais le plus choquant, c'était une correspondance entre Henri et Sylvie qui remontait à plus de 2 ans avant notre mariage. Des emails où ils planifiaient minutieusement leur stratégie. Henri avait approché des femmes âgées dans plusieurs associations parisiennes avant de me choisir. Sylvie l'avait aidé à établir mon profil, veuve, propriétaire, sans autres enfants, socialement isolée. Dans un message particulièrement cynique, Sylvie écrivait « Maman a toujours été naïve et elle me fait confiance aveuglément. Avec ton charme et mon statut de fille dévouée, elle ne se doutera de rien. Une fois mariée et installée, nous pourrons accélérer le processus. » Little did he know que leur plan était encore plus élaboré. En fouillant dans l'ordinateur de Sylvie, j'ai découvert qu'elle était en contact avec un réseau organisé spécialisé dans l'escroquerie aux personnes âgées. Des documents montraient qu'Henri avait déjà épousé 2 autres femmes dans des villes différentes, toutes décédées dans des circonstances troublantes après avoir légué tous leurs biens. J'ai également découvert que Sylvie avait déjà vidé mes comptes épargne grâce à des virements qu'elle effectuait en ligne avec mes codes d'accès, codes qu'elle avait obtenus en filmant discrètement mes saisies avec son téléphone. Plus de 120 000 € avaient été transférés sur des comptes offshore. Le détective a installé discrètement des micros et des caméras dans la maison. Nous devions obtenir des aveux directs pour constituer un dossier solide. Partagez vos histoires de membres de votre famille qui sont devenus votre famille non par le sang, mais par choix et par amour quotidien. Car Henriette, ma voisine, était devenue plus proche de moi que ma propre fille. Le piège s'est refermé un dimanche soir de janvier. J'avais organisé un dîner en famille, prétextant vouloir parler de mes dernières volontés compte tenu de mon état de santé qui se dégradait. Henri et Sylvie ont accueilli cette nouvelle avec un enthousiasme qu'ils ont eu du mal à dissimuler. Pendant le repas, j'ai commencé à jouer mon rôle de femme confuse. « J'aimerais faire donation de ma maison de mon vivant », ai-je annoncé d'une voix faible. Je me sens si fatiguée, si embrouillée ces derniers temps. Henri a immédiatement réagi. « Ma chérie, c'est une excellente idée. Sylvie et moi, nous pourrons mieux nous occuper de tout. » Sylvie a ajouté « Maman, tu as raison de t'en préoccuper maintenant, tant que tu as encore toute ta tête. » Puis, pensant que j'étais trop confuse pour comprendre, ils ont commencé à discuter ouvertement de leur plan. Henri a mentionné la maison de retraite médicalisée où il comptait me placer. L'établissement de Garches coûte 3 800 € par mois, mais avec la vente de la maison, nous aurons largement de quoi la financer pour plusieurs années. Sylvie a renchéri avec une froideur qui m'a transpercé le cœur. De toute façon, à son âge et dans son état, elle ne vivra plus très longtemps. Autant que l'argent serve à quelque chose d'utile.
Et si elle résiste? A demandé Henri. J'ai un ami médecin qui peut établir un certificat d'incapacité, a répondu Sylvie. Une fois qu'elle sera sous tutelle, nous aurons les mains libres. Mais le réel choc était encore à venir. Henri a alors révélé quelque chose qui m'a détruite. Tu sais, Sylvie, ta mère n'était pas ma première. Madame Bertrand à Lille, puis Madame Rousseau à Lyon. Même méthode, même résultat. Ta mère était juste plus résistante que les autres. Sylvie a éclaté de rire, un rire froid et cruel que je ne lui connaissais pas. Maman a toujours été têtue. Mais ne t'inquiète pas, elle finira comme les autres. J'ai augmenté les doses cette semaine. Les doses de quoi? Ai-je demandé d'une voix que j'ai voulu faible mais qui portait toute ma détresse. Ils se sont regardés, pensant que j'étais trop confuse pour comprendre leur réponse. Henri a sorti de sa poche un petit flacon, de la diphénhydramine, ma chérie. Pour t'aider à dormir et à te calmer. Tu en as besoin? Non. À ce moment-là, les forces de l'ordre, qui attendaient le signal du détective dans une camionnette garée dans la rue, sont entrées dans ma maison. Commissaire Durand, brigade de protection des personnes vulnérables de Paris, ils avaient entendu suffisamment d'éléments pour procéder aux arrestations. La suite s'est déroulée comme dans un film. Henri et Sylvie ont été menottés sous mes yeux. Henri tentait de nier, mais les enregistrements étaient accablants. Sylvie, elle, m'a regardé avec une haine pure. Tu as toujours été une égoïste, maman. Tu ne méritais pas ce que tu avais. Ces mots resteront gravés dans ma mémoire pour toujours. Ma propre fille, celle pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse, mes rêves, mes relations, me haïssait au point de vouloir me détruire. L'enquête qui a suivi a révélé l'ampleur du réseau. Henri faisait partie d'une organisation criminelle spécialisée dans l'escroquerie matrimoniale aux personnes âgées. 3 autres complices ont été arrêtés et les familles de ces précédentes victimes ont pu obtenir justice. Au total, plus de 800 000 € avaient été détournés. Sylvie a été condamnée à 5 ans de prison ferme pour complicité d'escroquerie, administration de substances nuisibles et tentative d'extorsion. Henri a écopé de 8 ans pour escroquerie en bande organisée, empoisonnement et bigamie. Mon argent a été récupéré et mes comptes bloqués ont été débloqués. Mais au-delà de la justice rendue, c'est ma vie qui a changé. Henriette, ma voisine, est devenue ma vraie famille. Nous prenons le thé ensemble tous les après-midi, nous nous soutenons mutuellement, et elle m'a aidé à retrouver confiance en l'humanité. J'ai aussi découvert une force en moi que je ne connaissais pas. J'ai créé une association d'aide aux personnes âgées victimes de maltraitance, basée à Issy-les-Moulineaux. Nous organisons des conférences de sensibilisation dans les mairies d'arrondissement parisiens et nous avons déjà aidé 15 autres victimes à sortir de situations similaires. Aujourd'hui, à 82 ans, je vis seule dans ma maison, mais je ne suis plus jamais vraiment seule. J'ai appris que la famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour, la loyauté et le respect mutuel. Henriette, malgré ses 90 ans, est plus présente pour moi que ne l'a jamais été ma fille biologique. Je veux que vous partagiez vos propres expériences en commentaire. Avez-vous déjà dû protéger quelqu'un d'une menace que les autres ne voyaient pas? Avez-vous déjà dû prendre des décisions difficiles qui ont changé le destin de votre famille? Dites-moi d'où vous nous écoutez et si vous avez vécu quelque chose de similaire. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes qui traversent des situations comparables. Cette expérience m'a appris que l'âge ne nous rend pas forcément plus vulnérables si nous gardons l'esprit vif et si nous savons nous entourer des bonnes personnes. Elle m'a aussi enseigné que la trahison peut venir de là où on l'attend le moins, mais que la justice et l'amour véritable existent encore. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a marqué le mien en la vivant, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, que le bonheur peut se trouver après la trahison. Aujourd'hui, je cultive mon jardin, je lis, j'écris mes mémoires, et surtout, j'aide d'autres personnes à ne pas tomber dans les pièges que j'ai vécus. Ma maison résonne à nouveau de rires et de conversations sincères grâce aux amis véritables que j'ai su reconnaître. Car oui, il est possible de reconstruire sa vie à 82 ans. Il est possible de faire confiance à nouveau. Et il est possible de transformer une tragédie personnelle en force pour aider les autres. C'est cela, la vraie victoire sur la tragédie.